La 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 la. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été malgré la canicule. Voilà, voilà. Est-ce qu'on verra un jour le bout de cette canicule? Telle est la question. Bref, je suis de retour avec un nouvel épisode qui est d'ailleurs sur une thématique, à savoir l'hypersensibilité, qui je sais va beaucoup vous parler, qui est quelque chose d'hyper important, et pourtant, je n'ai jamais fait d'épisode sur le sujet. Donc, il est temps de remédier à ça et de vous partager plusieurs faits, plusieurs vérités sur l'hypersensibilité dont on ne parle presque jamais. En tout cas, moi, il y en avait quand même pas mal que je n'avais jamais entendu. Et c'est pour ça que je voulais en faire un épisode aujourd'hui. En effet, ces dernières années, on parle beaucoup de l'hypersensibilité. C'est clairement devenu un sujet populaire. Et honnêtement, c'est une bonne chose hein, qu'on en parle. Mais il y a notamment une erreur hyper courante dessus, notamment sur la définition de ce qu'est l'hypersensibilité, parce que la science, la recherche, la décrit beaucoup plus précisément que le simple fait, entre gros guillemets, de ressentir les choses fortement. Et vous verrez justement après pourquoi c'est important de faire la distinction entre ce qui est de l'hypersensibilité et ce qui n'en est pas, parce que je vois beaucoup de femmes, surtout sur les réseaux, mais aussi avec les femmes avec qui je peux discuter, sur le fait que l'hypersensibilité leur gâche la vie, etc. Parce qu'en réalité, souvent, il y a des femmes qui se mettent dans une case, entre guillemets, qu'est l'hypersensibilité, alors que cette case n'est pas la leur, et justement, ça les enferme dans quelque chose, alors que ce qui leur gâche la vie pourrait s'atténuer, voire disparaître. Donc vous verrez, je vais vraiment rentrer en détail là-dessus. Mais déjà, pour rappel, je tiens vraiment à le préciser, l'hypersensibilité, c'est pas un diagnostic, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble. On parle pas d'une pathologie. Voilà. C'est un trait de tempérament, un trait de personnalité, au même titre que le fait d'être introverti, extraverti, enfin voilà. Et les chercheurs appellent ça justement en anglais Sensory Processing Sensitivity. Donc voilà, il y a vraiment un terme scientifique pour désigner cette fameuse hypersensibilité. Et ce terme scientifique, il a déjà été posé dans les années 90 avec notamment le modèle de référence sur le sujet, sur l'hypersensibilité, celui d'Elaine Aron, qui a été donc validé et vérifié par la suite par plusieurs chercheurs, et qui repose sur 4 marqueurs qu'elle appelle, en fait l'acronyme c'est DOES, donc DOES. Et c'est justement l'ensemble de ces 4 marqueurs, de ces 4 caractéristiques, qui vont rendre une personne hypersensible. Donc c'est justement une grosse partie du sujet de l'épisode du jour. Vous allez voir que la partie émotionnelle n'est qu'un seul de ces 4 marqueurs. Et 2 autres sont beaucoup moins connus et je vais justement vous les présenter. Alors, tout d'abord, le premier marqueur, c'est ce qu'on appelle la profondeur de traitement. Donc, depth of processing en anglais, et c'est tout simplement le fait de traiter l'information plus profondément que les autres. Donc, en gros, on a vraiment besoin de comprendre le pourquoi du comment, d'aller au fond des choses, de creuser certaines réponses, certains sujets, plutôt que de rester en surface, et ça peut être aussi le fait d'aller, réfléchir à des questions que d'autres se posent même pas en fait, ou alors vont considérer que c'est trop abstrait ou inutile. Et en général, cette caractéristique, elle est vraiment typique chez les personnes à qui on va dire souvent: «Tu réfléchis trop». Voilà, c'est vraiment, le résumé de ce marqueur, c'est: «Tu réfléchis trop». Effectivement, on va beaucoup analyser, on va faire des liens entre des sujets qui, au premier abord, n'ont pas du tout l'air connectés, genre il y a aucun rapport, mais on va réussir à faire des liens entre eux. Bref, ce marqueur-là, selon Elaine Aron, c'est justement le marqueur central du modèle d'hypersensibilité parce que c'est de celui-là que découlent les 3 autres. Donc justement, en parlant des autres, donc on va avoir le deuxième marqueur, à savoir la perception des subtilités, donc sensing the subtle en anglais. Et là, c'est le fait d'avoir une conscience beaucoup plus fine des détails qui vont être discrets dans l'environnement, de ce qui va nous entourer
et c'est des choses qui sont vraiment très légères, qui sont à peine perceptibles et que la plupart des gens ne remarquent même pas. Donc par exemple, on va remarquer cette minuscule pousse qui va traverser le bitume là où tout le monde marche dessus. C'est vraiment l'exemple, le premier exemple qui m'est venu, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que je fais depuis toujours et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. J'aime voir à chaque fois ces toutes petites pousses minuscules qui ont réussi à traverser un truc aussi dur que du béton, du goudron. Je trouve ça incroyable. Bref. On va aussi percevoir une odeur hyper légère qui va être imperceptible pour les autres, un bruit qui va être en fond et qui ne semble pas déranger les autres, mais vous allez vraiment genre, être focus là-dessus, vous allez l'entendre, on dirait que les autres l'entendent même pas. Vous allez identifier cette épice, ce goût, cet arôme que d'autres vont même pas calculer dans leur assiette. Vous allez directement voir ce petit objet qui a changé de place dans une pièce. Vous allez sentir directement le moindre changement d'ambiance. C'est-à-dire, vous avez 2 personnes qui sont en train de parler normalement, et vous allez sentir directement qu'il y a un froid entre eux, malgré le fait que, elles se parlent normalement, quoi. En gros, le système, il va vraiment capter au détail près tout ce qui nous entoure. Vraiment, c'est un vrai radar, le truc. Et ça, c'est, justement le deuxième marqueur avec celui dont j'ai parlé juste avant. Ce sont vraiment les 2 marqueurs qui sont les plus oubliés de l'hypersensibilité. Parce que les 2 autres, vous allez voir, c'est ceux que tout le monde «reconnaît» entre guillemets, vous allez voir, et qui peuvent être un énorme piège et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors le troisième marqueur, c'est bien entendu la réactivité émotionnelle et l'empathie accrue. Donc, emotional reactivity and empathy. Vous m'excuserez à chaque fois pour mon anglais, j'avoue, je fais pas d'efforts, mais l'idée c'est de donner les vrais termes utilisés par les chercheurs. Donc, ce troisième marqueur, c'est en gros le fait d'avoir des réactions émotionnelles qui vont être plus intenses dans les 2 sens, d'accord? C'est pas uniquement la colère, la tristesse qui est accrue, c'est aussi la joie, le rire, l'amour, etc. J'insiste sur ce point. Et on va avoir aussi une empathie accrue parce que, d'après justement les recherches qui ont eu lieu sur le sujet, on a remarqué que chez les personnes hypersensibles, les zones du cerveau qui sont liées à l'empathie s'activaient beaucoup plus fort. Donc concrètement, à quoi ça ressemble dans la vie? C'est pas juste le fait de se sentir mal quand on voit quelque chose de mal, quand on voit quelque chose de triste. Typiquement, il y a quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période difficile, à qui il est arrivé quelque chose de grave, de dramatique, de triste, que vous voulez bien, vous allez être mal pour cette personne. Ça, c'est humain. C'est pas de l'hypersensibilité, c'est humain. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, une injustice, quelque chose de triste, etc., la sensibilité humaine fait que, on va y être sensible, justement. L'hypersensibilité, cette fois, ça va être vraiment plus dans le sens où on va ressentir ses propres émotions vraiment de manière très intense, mais aussi, et c'est là, on va dire aussi le point très important concernant l'empathie, c'est le fait de vraiment vivre les émotions de l'autre, l'émotion de l'autre, comme la nôtre, vraiment comme si c'est nous qui vivions cette injustice, c'est cette chose en fait, cette tristesse, n'importe, c'est comme si on traversait nous-mêmes cette émotion. Et c'est pour ça typiquement que les personnes hypersensibles vont notamment pleurer. Alors pas que les personnes hypersensibles, j'y reviendrai tout à l'heure, mais que les personnes vont pleurer devant un film, devant une musique, enfin en écoutant une musique, devant une scène qu'on pourra voir dans la vraie vie, hein, qu'on pourra voir même sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez. Des trucs qui sont parfois vraiment banals, vraiment, genre il y a pas non plus, c'est pas un truc de dingue pour d'autres, mais le fait de se mettre dans la peau de la personne qu'on voit ou des personnes qu'on voit et qui vivent cette émotion, et du coup de ressentir nous aussi cette émotion, et c'est ce qui va justement amener à des réactions comme ça, une empathie très très intense. Donc ça, j'y reviendrai, parce que c'est un marqueur qui est, je pense que c'est le marqueur, avec celui d'après, où on se dit à chaque fois: moi je suis comme ça, donc je suis hypersensible. Et vous verrez que c'est pas forcément le cas. Et le quatrième marqueur, c'est justement la surstimulation, donc en anglais overstimulation. Et ça, c'est vraiment le revers
de la médaille. Voilà. Parce que à force de tout traiter aussi profondément, et ben, notre système, il va saturer beaucoup plus vite que les autres. Notamment jusqu'à aller à la surcharge sensorielle, l'épuisement émotionnel, et cetera. Donc concrètement dans la vie de tous les jours, ça peut être le fait de passer, plusieurs heures dans un endroit où il y a beaucoup de monde et d'avoir besoin, vraiment en rentrant, de silence complet, total, pour récupérer, en gros. Ça peut être le fait, d'être, gêné. Moi, je sais que c'est un truc qui m'arrive très souvent, dans des endroits. Ça peut être dans un magasin, ça peut être, chez une personne, ça peut être bref où vous voulez, d'avoir une lumière qui va grésiller. Peut-être elle va grésiller très légèrement, mais c'est subtil, encore une fois, et les autres sont pas du tout dérangés par ça. Et vous, ça va vraiment vous tendre. Vraiment, c'est le truc, moi, c'est vraiment ça, ça me tend. Genre, mon focus va être du coup que là-dessus et ça me tend. J'ai pas d'autres mots pour expliquer ça. En gros, ça sature justement, c'est vraiment ça, la saturation. Bah, ça, vous êtes vraiment le seul à avoir voilà, ce grésillement ou alors ce tout petit bruit, qui est c'est pas un bruissement, on n'est pas sur un cri énorme, hein, mais ce tout petit bruit, qui va très vite, en fait, vous agacer à la longue. Ça peut être aussi une odeur qui va, au bout d'un moment, vous en pouvez plus, notamment très souvent, c'est les odeurs de parfums forts et tout. En gros, parce que le système des personnes hypersensibles, notamment donc le système nerveux, il va très vite déborder, en gros, face à toutes ces stimulations dans tous les sens. Là où d'autres personnes vont pas spécialement être dérangées. Il y en a qui peuvent le remarquer, mais vont pas spécialement être dérangées au point, de devoir sortir de la pièce ou au point de devoir, heu, faire une grande pause après ou voilà. Donc ces 2 marqueurs-là, là, les 2 derniers que je viens d'expliquer, donc la réactivité émotionnelle et l'empathie et la surstimulation, c'est ces 2 marqueurs-là où très souvent on se dit: «Je suis comme ça, donc je suis hypersensible». Et c'est là où la science et la recherche viennent, justement mettre en on va dire, mettre en avant quelque chose de beaucoup plus précis. C'était les 2 autres marqueurs que je vous ai cités au tout début du coup, donc la profondeur de traitement et la perception des subtilités. Parce que l'hypersensibilité, c'est avoir ces 4 caractéristiques réunies. C'est pas une seule caractéristique, ce n'est pas 2, c'est les 4 réunies. Et donc, c'est là l'erreur la plus répandue, comme je disais, parce que le fait d'être empathique, d'être à fleur de peau, de réagir, de manière assez vive émotionnellement, d'être gêné par des bruits, par des lumières, par des odeurs, et cetera, on prend souvent ça comme étant une preuve claire de l'hypersensibilité d'une personne. Sauf que ces 2 marqueurs ne définissent pas, à eux seuls, l'hypersensibilité. Et surtout, et c'était ça le point sur lequel je voulais absolument, rebondir, c'est que ces marqueurs-là, ils peuvent être surtout le signe qu'on est en mode survie. Parce qu'effectivement, quand on est dans cet état de survie qui est en gros le stress chronique, c'est la même chose, hein. C'est quand l'état du corps, il est en épuisement, le système nerveux, il est en hypervigilance, il est en alerte, bref, depuis parfois trop longtemps, hein. C'est pour ça que des fois, ça peut paraître assez, dur de différencier l'hypersensibilité et le mode survie, parce que des fois, c'est là depuis des années, voire même depuis, bah, l'adolescence et depuis qu'on s'en souvienne, on est comme ça, mais parce que cet état, il peut s'installer depuis très longtemps. Donc quand on est irritable, qu'on est facilement à vif, qu'on supporte, pas certaines odeurs, bruits, lumière, personnes, ce que vous voulez, c'est pas obligatoirement parce qu'on est hypersensible, parce que vous êtes hypersensible. Ça peut être le fait qu'on est épuisé et sur le qui-vive, en gros, depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est là la différence, c'est là l'erreur et le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, parce que l'hypersensibilité, comme je l'ai dit au début, c'est un trait de personnalité. Donc c'est quelque chose qui est là depuis toujours et surtout qui reste à vie. Voilà, ça c'est quelque chose qui ne disparaît pas.
Donc certes, l'hypersensibilité, ça va demander d'apprendre à fonctionner avec, d'apprendre à aménager son environnement pour justement vivre au mieux avec cette personnalité, tout comme le fait d'être introverti. Une personne introvertie ne vivra pas de la même manière qu'une personne extravertie, vous vous doutez bien. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Et le point qui est fondamental à retenir ici, c'est que l'hypersensibilité n'entrave pas le quotidien. Ça, c'est vraiment le truc que j'entends le plus, c'est moi, ça me pourrit la vie, ça me gâche la vie, et cetera. Posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment de l'hypersensibilité? Ça peut être aussi, hein, je tiens à rappeler qu'on peut être et hypersensible et en mode survie. Ça, c'est pas du tout incompatible et c'est même très souvent réuni. Parce que justement, on est, comme je disais, en surstimulation, donc on a tendance à être très rapidement épuisé par rapport, on va dire, aux autres. Mais en gros, voilà, l'hypersensibilité, elle va apporter tout autant qu'elle va coûter. C'est comme je disais tout à l'heure, et ça j'y reviendrai tout à l'heure par rapport à ma propre histoire, mais sur le fait que ce n'est pas que le «négatif» entre guillemets qui est exacerbé, le positif aussi, ce qui fait que ça contrebalance et que ça peut être génial, l'hypersensibilité. Alors que le mode survie, bah lui c'est un état, c'est pas un trait de personnalité. C'est un état qui a pu s'installer, comme je disais, il y a des jours, il y a des années, parfois depuis presque toujours, et c'est souvent, cet état de survie qui est en réalité la fameuse hypersensibilité qui nous gâche la vie. Et c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience parce que contrairement à l'hypersensibilité qui ne se guérit pas parce que ce n'est pas un trouble, eh bien le mode survie, lui, il peut s'atténuer, voire même disparaître grâce à une méthode adaptée. Et ça, c'est justement tout l'objet de l'accompagnement individuel sur 3 mois que je vous avais présenté déjà, à savoir My Holy Way. Je vous mettrai le lien si besoin, mais pour justement apprendre à sortir de ce mode survie vraiment. Et si jamais vous faites partie des personnes qui sont hypersensibles et en mode survie, eh ben, vous verrez que l'hypersensibilité peut être un très très beau cadeau et que pour rien au monde vous voudriez ne pas être hypersensible. Voilà. Bref, vous l'avez compris maintenant, être hypersensible, ce n'est pas avoir une empathie, ce n'est pas être réactif émotionnellement, ce n'est pas être souvent surstimulé. Ça, c'est 2 caractéristiques que des personnes qui ne sont pas hypersensibles peuvent avoir. La vraie définition de l'hypersensibilité, c'est donc quelqu'un qui va avoir les 4 caractéristiques ensemble. Et ça m'amène au prochain sujet que je voulais aborder concernant l'hypersensibilité, parce qu'effectivement, si ces dernières années, on avait tous tendance facilement à se mettre dans cette catégorie d'hypersensible, c'est pour une très bonne raison. Parce qu'on a toujours opposé, soit on est sensible, donc hypersensible, dès qu'on va être empathique, qu'on va pleurer devant un film, qu'on va, je sais pas, être gêné par, comme je disais tout à l'heure, certaines choses que d'autres, voilà, ils sont même pas gênés. Donc en fait, on disait que être sensible, en gros, c'est être hypersensible. Et les autres sont peu sensibles. Donc en fait, il y avait 2 catégories. C'est pour ça que beaucoup de personnes, et c'est logique du coup, si on n'est pas peu sensible, forcément on est hypersensible. Or, c'est pas tout à fait vrai, et c'est même faux d'ailleurs, parce que la science l'a très bien démontré il n'y a pas si longtemps. Parce que jusque-là, on avait toujours ces, on va dire, ces chiffres qui sont aléatoires hein, d'une donnée à une autre, mais en gros, on avait 20% d'hypersensibles et 80% de gens normaux, entre gros guillemets, parce que bien évidemment, le fait d'être hypersensible ne nous rend pas moins normal. Donc en gros, il y avait cette histoire de 2 camps, comme je vous le disais. Donc les personnes qui sont sensibles et les personnes qui sont pas sensibles. Et justement, en 2018, on a eu une étude qui avait été publiée dans un magazine psychiatrie. Et les chercheurs ont testé 906 personnes. Et au lieu de partir du principe qu'il y avait 2 groupes, ils ont laissé les données parler. Et ils ont trouvé donc pas 2 groupes, mais 3 groupes. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont ils ont nommé ces groupes. Parce qu'ils leur ont donné des noms de fleurs pour imager justement la manière dont cette sensibilité va avoir un impact sur la vie de la personne.
Donc on a le premier groupe. Le premier groupe, c'est les pissenlits. Les pissenlits, c'est 29% de la population. Et en fait, on a pris l'exemple du pissenlit parce que, en gros, cette fleur, cette plante, vous la mettez n'importe où, vous la plantez vraiment n'importe où, bah, il va pousser quand même. Parce que ce qui va être autour, donc son environnement, va très peu l'affecter. Donc c'est pour ça qu'on a du coup cette catégorie qui représente les personnes peu sensibles, on va dire, peu affectées. C'est pas insensible, c'est juste qu'elles vont être beaucoup moins affectées par leur environnement que les deux autres catégories. Ensuite, on a les orchidées, donc 31% de la population. Les orchidées, on les appelle comme ça parce qu'elles réagissent énormément à leur environnement. Quand on les place au mauvais endroit, quand l'arrosage, il est pas exactement pile poil près comme il faudrait, elles vont dépérir, elles vont faner, bref, c'est une catastrophe à entretenir, alors que quand elles vont être vraiment dans un bon environnement où tous les paramètres sont réunis pour son développement, bah ça va nous donner une fleur qui va vraiment bien s'épanouir. Donc ça, c'est le groupe qui correspond à l'hypersensibilité. Voilà, donc là où on a ces 4 marqueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont vraiment présents et bien marqués. Et puis, eh bien, on a le troisième groupe. Le troisième groupe qui est passé à la trappe pendant des années et qui est pourtant le plus grand des trois, parce qu'il représente 40% de la population, et ce sont les tulipes. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la tulipe n'est pas aussi sensible à son environnement pour pouvoir s'épanouir, bien fleurir, etc., que l'orchidée, mais elle est quand même beaucoup plus sensible que le pissenlit. Donc, une tulipe peut très bien se reconnaître justement dans le fait d'être très empathique, le fait de ressentir certaines choses fortement, ça peut être le fait de remarquer certains détails, mais elle ne va pas forcément être à la même intensité sur les 4 marqueurs qu'une orchidée, donc qu'une personne hypersensible. Et quand on fait le calcul, eh bah, les orchidées et les tulipes, ça nous fait environ 70% de la population. Donc 70%, c'est une très grosse majorité de personnes qui sont sensibles. Donc la sensibilité va être à une intensité différente. On va avoir les personnes sensibles, très sensibles, et les personnes hypersensibles. Mais bien entendu, ce n'est pas la majorité des personnes qui sont peu sensibles à leur environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde avait l'impression d'être hypersensible parce qu'on opposait soit le fait d'être sensible, soit le fait d'être peu sensible. Donc logiquement, tout le monde se mettait dans la case de l'hypersensibilité. Or là, vous voyez maintenant qu'il y avait ce troisième groupe qui était oublié, qui représente la majorité de la population, les 40%, et qui montre qu'il est tout à fait possible d'être sensible. Il faut quand même rappeler que la sensibilité est, entre gros guillemets, la norme chez l'être humain. Ce qui est beaucoup plus rare chez les êtres humains, c'est l'insensibilité. Là, on la retrouve dans certains troubles, pour le coup, psychologiques, mais l'être humain, dans sa globalité, dans sa généralité, l'être humain est par nature sensible. Donc après, il y a plusieurs degrés de sensibilité. Donc on a les peu sensibles avec les pissenlits qui sont au final, eux, les moins représentatifs de la majorité parce qu'on est sur 29%. Et puis on a les personnes donc sensibles ou hypersensibles à leur environnement, ce qui explique pourquoi tout le monde avait la sensation d'être hypersensible sans savoir effectivement qu'il y avait 2 autres marqueurs qui étaient oubliés, en tout cas qui n'étaient pas connus, et qui sont indissociables de la personnalité qu'est l'hypersensibilité. Donc le fait de savoir ça, à mon sens, c'est fondamental parce que ça permet justement de ne pas se mettre dans une case, parce que trop de personnes, je le disais, se mettent dans la case de l'hypersensibilité et donc se disent que ça va être ad vitam aeternam, qu'elles sont coincées là-dedans, que ça leur gâche la vie, alors que si ça se trouve, c'est pas du tout le cas, qu'elles sont entre gros guillemets uniquement en mode survie et que ça, bah ça s'enlève, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas nécessairement obligé de vivre ad vitam aeternam encore une fois avec, alors que l'hypersensibilité, oui, mais l'hypersensibilité, et ça m'amène sur le dernier point qui est plus un partage personnel sur cette histoire d'hypersensibilité, de la manière dont on la perçoit. Parce qu'effectivement, avant, moi aussi, je faisais partie des personnes qui
juger cette hypersensibilité comme un truc, d'une qu'il fallait cacher. En tout cas, je parle vraiment des marqueurs classiques, notamment sur la réactivité émotionnelle, l'empathie, la surstimulation, voilà, ces trucs-là, qu'il fallait les cacher, que l'hypersensibilité c'était, pesant au quotidien, que ça me faisait broyer du noir parce que du coup je ressentais tout fois 10 au niveau de la colère, de l'injustice, de la tristesse, enfin tous ces trucs-là. Donc comme je le disais tout à l'heure, on peut tout à fait être hypersensible, donc avoir les 4 marqueurs de l'hypersensibilité et être en mode survie. Et dans ce cas-là, effectivement, l'hypersensibilité va être perçue comme étant la source de notre problème. Alors oui, ça ne va pas aider parce que quelqu'un qui est hypersensible, comme je disais tout à l'heure avec les orchidées, peuvent dépérir, c'est dur de dire ça, mais en gros peuvent dépérir beaucoup plus rapidement qu'une personne peu sensible à son environnement. Ça veut pas dire pour autant qu'une personne pissenlit ne peut pas être en burn-out, ne peut pas être en mode survie. Évidemment que non. Juste, effectivement, il faudra vraiment y aller beaucoup plus fort, beaucoup plus longtemps pour que ça arrive versus une orchidée où ça pourra arriver beaucoup plus rapidement. Parce que justement, les orchidées ressentent tout beaucoup plus fortement, y compris tout ce qui va être négatif. Ok, bon ça c'est dit. Mais justement, pour avoir fait le nécessaire pour sortir de cet état de survie chronique que j'avais depuis toujours, je pense honnêtement, et finalement, une fois que j'en suis sortie et qu'il y avait entre guillemets pas que, mais on va dire que je voyais beaucoup plus les côtés positifs de l'hypersensibilité, à savoir déjà l'intensité. Je trouve que l'intensité, c'est incroyable. Aujourd'hui, je ne veux pas d'un monde où je ne ressente pas les choses de manière intense. Parce que oui, on va ressentir la tristesse et tout ça de manière intense, mais on va surtout ressentir aussi la joie de manière intense, l'amour de manière intense, la gratitude de manière intense, enfin, tous ces états-là, qu'on associe plutôt au côté positif, on le ressent de manière intense. Et c'est incroyable en fait. C'est vraiment, je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment un super pouvoir de pouvoir s'émerveiller peut-être plus facilement entre guillemets que d'autres personnes, de pouvoir sentir des choses que d'autres ne vont pas sentir. Je sais, je vais prendre un exemple. Les odeurs. Moi, je sais que j'ai un odorat depuis petite. J'ai un odorat et un palais qui sont quand même très très développés. Et typiquement, oui, quand il y a des mauvaises odeurs, c'est horrible, vraiment. Mais ça, pour n'importe quelle personne, entre guillemets, qui a un odorat de manière générale, même normale, mauvaise odeur, bon, ça va la déranger, quoi. Quand on est sur l'étape de l'hypersensibilité, donc c'est quelque chose qui est accru, forcément, la mauvaise odeur va être plus intense, donc ça va être encore pire. Mais, de l'autre côté, en fait, d'aller pouvoir sentir, pour le coup, des fleurs à plusieurs mètres de distance, là où d'autres personnes ne vont pas les sentir à moins de s'en approcher beaucoup plus, je trouve ça génial aussi. Enfin, personnellement, je trouve ça incroyable. Donc, quand vous sortez de cet état de survie et que vous êtes du coup quand même hypersensible, vous allez quand même avoir la surstimulation. Et c'est, comme j'ai dit, c'est le revers de la médaille. Comme toute chose, il y a un prix à payer, on va dire. C'est un petit peu le prix à payer pour ce don. Moi, personnellement, je vois ça comme un don. Après, chacun voit ça comme il l'entend. C'est vraiment purement personnel. Typiquement, ce cadeau, il a un prix à payer et c'est la surstimulation. Ok, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pas pour autant qu'on va être submergé à chaque fois. C'est-à-dire que oui, il faudra qu'on s'adapte, ok, mais ça va pas nous pourrir la vie, ça va pas nous gâcher la vie. Idem pour l'empathie, pour l'hyper-réactivité émotionnelle et tout ça. En fait, vous allez aussi voir que le rire, la joie, enfin tout ça va être décuplé. Et c'est pas uniquement les émotions entre gros guillemets, parce que vous savez que je déteste ce terme-là, les émotions dites négatives. Et vous allez voir en fait à quel point c'est en fait, c'est très équilibré, parce que c'est tout qui est, décuplé. C'est pas juste les choses entre guillemets négatives. Et pour les personnes qui sont en mode survie mais qui ne sont pas hypersensibles,
bah, c'est encore tout bénef parce que quand vous sortez de cette, hypervigilance constante, bah, vous verrez naturellement que la surstimulation va fortement diminuer, voire s'arrêter. Vous verrez que, le fait de réagir à chaque fois à fleur de peau, d'être facilement irritable, de se sentir voilà, d'avoir les larmes aux yeux à chaque fois qui montent facilement, bah, tout ça, c'est des choses pareilles qui peuvent s'atténuer ou qui peuvent disparaître et je l'ai vu moi justement à travers certaines histoires et notamment certains parcours de certaines clientes, qui, ne vivent pas du tout les mêmes choses depuis qu'elles, sont sorties de cet état d'épuisement et de survie et justement qu'elles sont en mode vie et quand on est en mode vie, bah, il y a beaucoup de choses comme ça qui n'existent plus ou en tout cas pas de manière chronique et qui font que c'est beaucoup plus vivable au quotidien. Parce que oui, il y aura forcément des moments, vous êtes fatigué, vous êtes plus en survie, mais vous êtes fatigué, ça fait je sais pas, 2 jours, vous avez mal dormi, vous serez normalement plus irritable, c'est normal. Vous êtes en fin de cycle. Fin de cycle, baisse d'énergie. Ça, c'est humain, c'est les femmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a une raison physiologique, vous allez être plus fatigué, vous allez être plus irritable. C'est normal. D'accord? Je dis pas que, ça sera tout beau, tout rose, toute la vie une fois que vous sortez non, non, du tout. Il y a toujours des moments où le corps est quand même fatigué, il est quand même épuisé, il y aura quand même des signaux. La différence, c'est que une fois vous avez bien dormi, vous avez récupéré, enfin n'importe, c'est pas quelque chose de chronique, c'est pas quelque chose que vous vivez tous les jours, tous les mois, tous les ans en fait, de manière, répétitive. Ce qui fait que vous allez vous en remettre beaucoup plus facilement et rapidement aussi. Versus quand on est vraiment coincé là-dedans, bah là c'est beaucoup plus difficile, on va dire d'en sortir et encore moins, sans savoir quoi faire exactement. Donc voilà, c'était, mon petit partage parce que j'ai fait partie de ces personnes qui n'aimaient pas son hypersensibilité et aujourd'hui, bah, comme je disais, pour rien au monde, en fait, je voudrais me débarrasser de mon hypersensibilité. Parce que déjà, c'est ce qui me permet aussi de faire un travail comme le mien où j'accompagne des personnes, où je fais face à leur parcours, etc. Et le fait de très facilement me mettre à leur place, de ressentir ce qu'elles ressentent, etc. Ça me permet aussi de beaucoup mieux les accompagner et de rapidement cerner leurs besoins et cetera. Donc en fait, c'est un cadeau qui m'a été fait, j'estime, parce que ça m'aide en fait dans mon quotidien. Ça enjolive beaucoup de choses de mon quotidien, mais aussi ça m'aide à aider d'une meilleure manière des personnes, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai fait, je pour moi c'est un don, l'hypersensibilité. Mais encore une fois, ça c'est propre à chacune. Je peux comprendre que quand on est encore, coincé dans cet état de survie, l'hypersensibilité ne soit pas, perçue justement comme un don. Mais c'était pour ça que c'était hyper important pour moi de vous faire cet épisode, pour vous montrer ce qu'est l'hypersensibilité et ce qui n'est pas forcément l'hypersensibilité. Parce que du coup, on a tendance à l'accuser, alors que c'est pas forcément elle la responsable, comme je disais, ça peut être tout simplement un corps épuisé, en survie et qui vous maintient dans cet état, qui vous agresse en permanence en fait, où vous avez l'impression d'être tout le temps saturé, d'être, toujours à bout en fait, vraiment de plus en pouvoir tellement il y a de choses, tellement vous ressentez tout, tellement vous en pouvez plus et ça encore une fois, c'est typiquement lié au mode survie. Donc heureusement qu'il y a des choses à faire là-dessus et je voulais juste aussi, terminer sur les 2 autres marqueurs, notamment, comme je le disais tout à l'heure, ceux dont on parle le moins, parce que là, on a parlé des émotions et cetera. Moi, je sais que le fait de ressentir les émotions intensément, heu, j'aime profondément ça parce que je me sens vraiment vivante et d'autant plus avec mon passé de dépression où, bah, vous le savez, la dépression, on est vraiment éteint, donc c'est compliqué et le fait d'avoir vécu, en fait, les 2 opposés, à savoir l'extinction les enfin, entre guillemets, «l'extinction émotionnelle», c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même du désespoir et tout, c'est quand même des émotions. Donc des émotions très intenses qui ont mené, du coup, à de la dépression, mais versus aujourd'hui à avoir, toutes les autres émotions, tout le panel, en fait, il est très riche, le panel émotionnel de l'être humain et d'avoir une telle intensité dans tout,
bah, je trouve ça super, mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais aussi, du coup, les 2 autres marqueurs, à savoir la profondeur de réflexion. Moi, je sais que j'aime du coup maintenant, j'ai plus de problème à passer du temps dans ma tête. Parce que avant, j'allais réfléchir surtout sur des problèmes et d'ailleurs ça peut très vite mener à de l'anxiété, le fait de tout analyser tout le temps et cetera. Mais ça peut être aussi être super intéressant parce que c'est d'ailleurs comme ça, c'est bête ce que je vais dire, mais c'est comme ça qu'est née My Oliera, qu'est née ma méthode, qu'est née toute cette approche, multidimensionnelle parce que je passe mon temps dans ma tête à réfléchir à tout, à plein de sujets, à faire des liens justement entre plein de sujets différents et donc j'aime passer du temps aujourd'hui dans ma tête à réfléchir à des trucs, comme j'ai dit, des fois ça peut être futile, c'est pas que sur la santé, le bien-être, hein, évidemment que non, il y a plein de thématiques sur lesquelles j'aime réfléchir et du coup, bah, je m'ennuie pas. Voilà, je peux passer beaucoup de temps avec moi-même seule, sans m'ennuyer et ça je trouve ça super, personnellement en tout cas, c'est mon avis et idem sur l'autre, marqueur qui est, justement la perception des subtilités. Heu, Bah, je sais pas si c'est ça qui fait que j'ai tendance à très rapidement regarder, la beauté qui m'entoure, parce que je pense pas que ce soit uniquement les hypersensibles qui font ça. Mais, c'est vrai que, le fait de pouvoir regarder, le ciel et de m'arrêter juste sur les différences entre, les nuances des nuages, qui sont pourtant très subtils encore une fois, mais de bien pouvoir voir les différentes couleurs très subtiles qui sont pas tout à fait les mêmes et du coup, bah, c'est ce qui m'émerveille encore plus. Et tous les jours comme ça, je sais que je vais me poser devant quelque chose, ça peut être devant une feuille, ça peut être devant dernière fois dernière fois j'ai passé je pense une demi heure. Alors trigger warning sur, l'arachnophobie, mais j'ai passé une demi heure à regarder une araignée faire sa toile. J'avais jamais regardé, j'avais jamais vu une araignée faire sa toile et là, elle était en train de faire sa toile devant moi et je regardais vraiment c'est une toute petite en plus, hein. Je regardais comment elle faisait et en fait, j'ai été subjuguée. Genre, j'ai dû passer facile une demi heure à regarder, à l'analyser, à voir comment elle faisait, à essayer de comprendre son mécanisme et tout et bah, c'était super, je me suis crue devant un documentaire, Arte. Voilà, mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont pas que l'hypersensibilité là. Vous pouvez avoir, 1 ou plusieurs des marqueurs, de ces 4 marqueurs, sans forcément être hypersensible, mais vous pouvez quand même les avoir. La seule différence, c'est quand on a les 4 ensemble, bah là effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous permettra déjà de relativiser peut-être si vous êtes hypersensible. Ça vous permettra de voir les choses, autrement, sous un nouvel angle et surtout que ça vous donnera des pistes si jamais, bah, vous vous reconnaissez surtout dans ce truc de, «Je suis souvent à fleur de peau», «Un rien m'agresse, j'en ai marre, je suis vite saturée» et cetera. Parce que là, la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt, bah, est-ce que je ne serais pas en mode survie depuis peut-être un petit bout de temps finalement? Et d'ailleurs, je vous rappelle que je vous ai préparé un test, hein, gratuit pour savoir ça. Donc, je vous remets le lien dans la description. Et, et voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le sujet. Un bon épisode d'une quarantaine de minutes pour mon retour. Voilà, vous avez de quoi faire. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de votre été, que vous continuerez de profiter bah, de la fin d'été qui reste. Et puis, je ne sais pas trop encore. Je sais que j'ai pas mal de sujets sur lesquels je dois faire des épisodes de podcast. Je sais pas lequel sera le premier, en tout cas le prochain. Mais bah pareil, n'hésitez pas s'il y a des sujets ou s'il y a même des réflexions, des choses où vous auriez aimé voilà, avoir un avis, avoir un retour ou que je puisse développer, bah, n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires, par message, sur les réseaux, n'importe ce que vous préférez. Et puis, bah, en attendant, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.